Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, le Conseil des ministres a eu lieu ce mercredi 30 octobre 2024. Sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. Restez des nôtres pour le savoir. Hors du territoire national en Espagne, plus de 60 personnes sont mortes dans des inondations dévastatrices à Valence. Les détails sont à suivre avec Aurel Ouensou dans la page Inter. Et notre nouvelle et l'actualité sportive seront au menu de cette édition. Bienvenue à chacun et à tous. Le gouvernement béninois, bien préoccupé par le bien-être des animaux d'élevage. En témoigne la création du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Décision entérinée ce mercredi en Conseil des ministres. La finalité de cette politique étant d'accroître le cheptel et la compétitivité des filières animales. Plus de précisions avec Wilfred Lian-Mwedi, secrétaire adjoint et porte-parole du gouvernement. Les principales maladies auxquelles sont sujets les animaux d'élevage ont une incidence économique réelle sur la production et constituent une limite à leur développement. Pour lever cette contrainte et contribuer à terme à l'accroissement du cheptel, de la productivité et à la compétitivité des filières animales, l'accent doit être mis sur la prophylaxie médicale qui consiste en des soins préventifs. Elle suppose la disponibilité en quantité, en qualité et en temps réel des vaccins à l'échelle nationale. Aussi, au regard des enjeux actuels, convient-il que le centre dédié mis en place au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche soit restructuré pour générer plus d'impact au profit du sous-secteur de l'élevage. C'est pourquoi le Conseil a décidé de l'ériger en établissement public dont les statuts sont, par la même occasion, approuvés. Il sera notamment chargé de assurer la disponibilité permanente, la qualité et la distribution des produits biologiques à usage vétérinaire sur l'ensemble du territoire, accroître les capacités de contrôle des maladies animales à travers les laboratoires vétérinaires, fabriquer sur place des vaccins vétérinaires de qualité. Les ministres concernés prendront les dispositions nécessaires à son opération. Entre autres décisions prises au cours de ce conclave gouvernemental, l'exécutif a adopté le décret portant création et approbation des statuts du Centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, ainsi que le décret portant création de la Société de production audiovisuelle. Le gouvernement a aussi décidé de contractualiser pour la gestion opérationnelle du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arch. Dans quelques jours, l'Amérique connaîtra le nom de son prochain président. L'affrontement électoral oppose Donald Trump à Kamala Harris, chacun représentant des voisins et des priorités bien distinctes pour le pays. Au cœur de cette élection, des enjeux cruciaux pour l'avenir de la nation mobilisent les deux camps. Rodrigue Aznaoui fait le point sur ce duel et relève les positions de chaque candidat depuis l'État de New York. C'est mardi prochain, tard dans la nuit aux États-Unis et tôt le matin au Bénin, qu'on connaîtra le nom du prochain président américain. Le face-à-face Kamala Harris, vice-présidente sortante, et Donald Trump, ancien président entre 2016 et 2020, a tout l'air d'un combat sans merci. Pour l'ancien président, gagner a un double sens pour lui. Premièrement, ce sera une revanche sur l'élection d'il y a 4 ans, élection au cours de laquelle il a été désigné perdant face à Joe Biden, une défaite qu'il n'a d'ailleurs jamais reconnue, et il a à cœur de démontrer en cas de victoire qu'il demeure l'homme de la situation. Deuxièmement, les déboires judiciaires qui se sont accumulés durant sa traversée du désert ces 4 dernières années, gagner lui permettrait d'avoir 4 ans de répit. Face à lui, Kamala Harris, qui a remplacé l'actuel président Joe Biden au pied levé, elle se trouve face à un monstre politique. Son adversaire très populiste ne rate aucune occasion pour tirer sur elle et la rend comptable de
la gestion de la présidence Biden. Harris, juste après sa désignation comme candidate démocrate, avait vu sa courbe de popularité dépasser celle de Trump lors des sondages pendant des semaines. Mais ces derniers jours, sa campagne semble un peu stagner. Les pro-Trump font feu de tout bois. Même le milliardaire et propriétaire de Tesla et Twitter, nouvellement X, Elon Musk, occupe l'espace pour porter la campagne de l'homme d'affaires. La situation de la campagne Harris a même fait sortir de sa retraite l'ancien président Barack Obama, qui parcourt les différents États clés, les swing states, pour faire changer d'avis les électeurs encore indécis. La guerre des sondages fait aussi rage. Chaque camp sort des chiffres pour montrer que c'est lui qui mène la danse, pour convaincre encore ceux qui ont quelques doutes. Comme on peut le voir, la campagne bat toujours son plein, et bien malin qui pourra dire celui qui occupera le bureau ovale de la Maison-Blanche en janvier prochain. Rodrigue Zinogbe, New York, pour Fraternité. Au Nigeria, une vaste coupure de courant frappe le nord du pays depuis 2 semaines, affectant les millions d'habitants dans 17 des 36 États du pays. Cette interruption massive d'électricité, selon les autorités, résulte d'actes de vandalisme menés par un groupe armé mettant en service une partie importante du réseau électrique national. Les gouverneurs des États touchés ont appelé en urgence le gouvernement fédéral à intervenir. Le président Bola Ahmed Tinubu a réagi en ordonnant le déploiement des forces de sécurité pour sécuriser les sites de maintenance et permettre les réparations. Toutefois, selon le ministre de l'Énergie, il faudra attendre jusqu'à mi-novembre pour que le courant soit totalement rétabli. Ce blackout prolonge la crise énergétique dans cette région, exacerbant les difficultés quotidiennes des millions de Nigérians en raison de l'insécurité et du manque d'infrastructures. Pendant ce temps, en Espagne, la région de Valence, au sud-est du pays, a été frappée par de violentes inondations causées par des pluies torrentielles dans la soirée du mardi 29 octobre, entraînant la mort d'au moins 62 personnes, selon un bilan provisoire des services de secours. La situation est décrite comme sans précédent par le président du gouvernement régional, qui rapporte que plusieurs corps ont été découverts dans les zones sinistrées. Face à la crise, la région est en grande partie coupée du reste du pays avec de nombreux villages inaccessibles. Le gouvernement espagnol a mis en place une cellule de crise et mobilisé l'armée pour participer aux opérations de sauvetage. La municipalité de Valence a annoncé la fermeture des écoles, la suspension des événements sportifs et 12 vols ont dû être détournés en raison des mauvaises conditions météorologiques. L'agence météorologique espagnole a émis une alerte rouge, soulignant que la pluie pourrait persister jusqu'au 31 octobre. Ces inondations surviennent dans le contexte de la gota fria, un phénomène météorologique récurrent de la région méditerranéenne, mais dont la fréquence et l'intensité seraient amplifiées par le changement climatique. C'était la page inter ce soir présentée par Aurel Winsou. Et place aux nouvelles sportives avec Jacques Débé. On parle Ligue Pro Bénin, la VAR bientôt utilisée lors des matchs. Oui, la Fédération béninoise de football s'apprête à expérimenter la technologie VAR pour la première fois dans le championnat national de Ligue Pro. Ce projet vise à aligner le Bénin sur les standards internationaux et à suivre les recommandations de la FIFA, la Fédération internationale de football association. Cette phase expérimentale va débuter lors de la 7e journée avec 2 essais prévus au stade omnisport de Ouidah. Ces tests se tiendront pendant les matchs Coton-Asvo le 9 novembre et Jeunesse sportive de Ouidah AS Police le 10. Cette démarche permettra à la FBF de tester en conditions réelles le dispositif proposé par la société qui fournit les équipements VAR. Avant toute acquisition définitive, les experts de la CAF, la Confédération africaine de football, devront former les arbitres béninois à cette technologie. C'est une grande révolution qui s'annonce dans le football béninois. Liga, le match Valence-Real pourrait être reporté. En proie à de violentes inondations, la ville de Valence va-t-elle réellement accueillir la rencontre entre le FC Valence et le Real Madrid samedi 20h dans le cadre de la 12e journée de Liga? Et selon le média espagnol Relevo, la Ligue pense logiquement à reporter le choc entre la lanterne rouge de la Liga et le dauphin du FC Barcelone, alors que la tempête a déjà fait
plus de 50 morts d'après bilan. Et puis cette nouvelle, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du ménisque du genou gauche il y a un an. Neymar a récemment repris la compétition, vous le savez, avec son club d'Al Hilal en Arabie Saoudite. En revanche, le milieu offensif va devoir attendre l'année prochaine avant de retrouver la sélection du Brésil, informe Globo Esport. Le média brésilien indique que la décision a été prise en accord avec les deux parties, à savoir le staff du sélectionneur Dorival Junior et le clan du joueur. Merci à vous Jacques Degbé pour toutes ces précisions. Fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, merci de nous avoir accordé une partie de votre précieux temps pour nous suivre. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain, même heure, même canal. C'était le bulletin sur Fraternité.